Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit de lequel vous nous suivez à travers le monde dans cet entretien, cette interview exclusive sur NECA TV et l'honneur est pour nous d'être accepté, accueilli par le docteur Hussein Ouattara, qui est tant autre que le président du mouvement collectif pour la refondation du Mali, carrément qui n'est plus à présenter, connu dans toute l'étendue. Le docteur Hussein Ouattara est aussi vice-président de la commission défense au niveau du CNT. Avec lui, nous allons parler de la situation actuelle du pays. Vous êtes très nombreux à attendre et surtout savoir ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et nous avons réussi cette occasion pour vous et pour vous faire plaisir. Nous allons tirer plus de lumière par rapport à la situation à travers le docteur Hussein Ouattara, qui est tant autre que le président du collectif de la refondation du Mali, le COREMA. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Oui, c'est toujours un honneur, c'est toujours un grand plaisir de nous accepter, de nous accorder votre temps. En tout cas, merci beaucoup, Président. Je vous en prie. Avec les groupes Wagner qui sont ici présents pour apporter leur soutien auprès de l'armée malienne, bien que vous avez dit, vous ne connaissez pas les groupes Wagner, essayez un peu de donner quand même la personne. Mettons, comment dire quoi, les points sur les i. Oui. Quand vous parlez que Wagner est ici, oui, vous vous référez à quelle information? Vous n'avez jamais entendu de la bouche d'une quelconque autorité malienne ou russe que Wagner est présent ici. C'est plutôt des soldats russes. Nous avons une mission militaire russe ici. Et non Wagner. Et non Wagner. Ça c'est clair. Donc le chef est là, le général qui le commande, il est là. Il est directement sous les ordres du ministre de la Défense de la Russie, le général Shoigu. Il a des pratiques pour tout pays qui envoie les soldats à l'étranger, même les Français qui étaient là, les Anglais, tout qui étaient là, sont tous des contractuels. Comment ils sont recrutés? Par des contrats. Donc, ça peut venir à travers des sociétés privées, militaires ou autres. Mais en Russie, ce n'est pas Wagner seulement qui existe là-bas. Wagner, c'est vrai, a ses, comment dire, ses intérêts, on les a vus en Afrique centrale. Et vous ne verrez jamais que le président ou bien est à son âme ou quelqu'un membre de Wagner qui a dit qu'ils sont au Mali. Non. Nous avons une mission militaire russe au Mali qui est enregistrée auprès de l'ambassade de la Russie. Ils sont là. C'est une mission officielle de la Russie qui est là. Donc, il n'y a pas de Wagner. Ne répétez pas les désinformations venues des autorités françaises voilà, qui font pire que ceux qui parlent de Wagner. Quand ils parlent de Wagner, eux-mêmes ils font pire parce que c'est eux qui pillent les richesses des anciennes colonies jusqu'à présent. Et la paternité de tout ça, il l'attribue à Wagner. Moi, je le répète, si Wagner était là, j'allais le dire, je n'ai pas honte de le dire. Mais je répète, il y a une mission militaire russe au Mali. Voilà. En tout cas, la lumière a été claire. Donc, c'est à ce niveau, les opérations qui se passent déjà sur le terrain entre la coopération militaire russe et de l'armée malienne, en sommes-nous à quel niveau? Donc, est-ce que ça se passe bien sur le terrain? Ça se passe très bien, je peux vous le dire. Ça se passe très bien. Là où les forces de défense maliennes doivent être présentes pour assurer la sécurité, et elles sont là. Et elle est là plutôt. Donc, soyez sûr que sur le terrain, tout se passe très bien. Comme vous voyez, si on prend le maillage, le Mali est un territoire vaste. Nos femmes ne peuvent pas être partout à la fois. Mais là où nos femmes sont quand même, nos soldats parviennent à assurer aujourd'hui la sécurité. Vous avez vu que avec le concours de nos pays limitrophes, c'est-à-dire que le Niger et le Burkina Faso avec le Mali ensemble,
En moins d'un mois, on a pu éliminer plus de 1500 terroristes. Ça veut dire que c'est du beau travail qu'on fait. Et tout récemment, on a annoncé la mort de l'un des chefs des djihadistes qui a été également éliminé. Effectivement, effectivement. Et je signale que les chefs djihadistes que nous sommes en train d'éliminer, ces gens-là avaient été annoncés pour morts avant par la force Barkhane qui disait les avoir éliminés. Et nous sommes maintenant en train d'éliminer des fantômes certainement. Mais en tout cas, ce sont des gens qui étaient bien vivants, en chair et en os, qu'on a éliminés et que Barkhane prétendait avoir éliminés. Voilà toute la supercherie. D'accord, merci beaucoup. Président, nous avons assisté à plusieurs reprises dans des manifestations, dans des occasions publiques. Je peux dire, votre frère cadet, connu sous le nom de Ben Le Cerveau, Adama Diarra, qui tout récemment, c'est-à-dire c'était le lundi 4 septembre, tout récemment, qui a été interpellé, accusé pour atteinte au crédit de l'État. Par rapport à ce que nous attendons de Ben Le Cerveau, il a été toujours là pour défendre quand même les intérêts patriotiques de notre pays. Et aujourd'hui, il a été accusé pour atteinte au crédit de l'État. Que pensez-vous à cette accusation, Président? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Cette affaire est pendante devant la justice, donc je pense que je ne vais pas me prononcer sur ça. D'accord. Ok, Président, en regardant tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, vous avez été toujours très sage, les Maliens vous connaissent. En tout cas, sans vous flatter, vous avez été toujours là, à la place qu'il faut, et au moment et à l'heure qu'il faut. Merci. C'est-à-dire, pour préciser, vous, à votre niveau, votre savoir, votre connaissance, si vous étiez actuellement aujourd'hui à la place du président de la République, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, face à tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, à votre niveau, quelle serait votre première réaction? Vis-à-vis de quoi, par exemple, concrètement? À la population, je peux dire, pour essayer un peu de donner plus de confiance à la population. Bon, le travail est énorme, comme vous voyez. Le Mali traverse, on l'a dit, une crise multidimensionnelle. Assimi, il est un professionnel reconnu dans le domaine militaire. Et nous voyons que même dans le programme, le plan d'action gouvernemental, l'axe 1, qui parle surtout de la sécurité, cet axe est entièrement presque rempli. Donc c'est la partie que lui maîtrise beaucoup. Et il est en train de le faire. Il a rehaussé l'image de l'armée malienne. Il a renforcé leur capacité de projection et d'action sur toute l'étendue du territoire en les dotant de matériel qu'il faut, que ce soit roulant ou volant, en les dotant sur le plan de l'assurance, de la sécurité, et surtout, comme vous le savez, il a fait quand même que tout soldat qui perd sa vie, perçoit, la famille de ces derniers perçoit immédiatement une indemnité qui est les autres, que le temps passé, ces gens ne percevaient pas. Vous le savez très bien. Donc, ça, il s'en occupe bien. Il a nommé un gouvernement, c'est le gouvernement qui a en charge le volet social. C'est ce volet-là, il est vrai, il y a beaucoup de... Comment dire quoi? Il y a beaucoup de choses que le gouvernement ne parvient pas à réaliser. C'est-à-dire que maîtriser comment dire, la fluctuation des prix sur le marché, le gouvernement ne parvient pas à maîtriser. Mais cela dit à quoi? Maîtriser la dette intérieure, on ne parvient pas à maîtriser. Donc, la croissance économique dont on nous parle souvent, elle est virtuelle. Ouais. Donc, ça, c'est dû à quoi? Vous savez, on avait été sous l'embargo. Donc, il fallait, quand on était sous embargo, nous nous sommes repliés sur nos réserves. Bon, à savoir qu'on a
beaucoup plus moralisé. Les recettes, c'est-à-dire qu'au niveau des douanes et au niveau des impôts, et puis on a aussi élevé certaines taxes, comme sur le carburant. Vous avez vu comment le prix a grimpé à un moment. Justement. Voilà, donc ça, ce sont des rentrées qui nous ont donné des bouffées d'oxygène. Mais de là, il fallait quand même accentuer l'accent sur la sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'on a l'Office du Niger, il fallait tout faire pour qu'en ces 3 ans, on puisse produire suffisamment, par exemple des riz, des blés, des sorgho, pour qu'on puisse, voilà, de maïs, pour qu'on puisse s'autosuffire et l'excédent, vendre l'excédent sur le marché extérieur. Malheureusement, cela, on l'a raté. Et l'industrialisation aussi. Mais pour l'industrialisation, il nous faut de l'énergie. L'électricité, comme vous voyez, l'électricité, EDM est dans un piteux état. Et EDM est étouffé par sa propre dette, vous savez. Donc ça, alors que sans électricité, on ne peut pas se développer. Le taux d'industrialisation est très faible au Mali, vous voyez. Ce qui fait que au niveau même des recettes, la pression, et par rapport au budget, la pression est très faible. Voilà. Il y a le taux de convergence de la CEDEAO, on demande au moins à plus de 20%. Mais nous sommes entre 16 et 18% toujours. Donc, il y a beaucoup de choses que le gouvernement a manqué. C'est en quoi le gouvernement s'est montré dans toute sa splendeur. C'est le fait qu'on a pu avoir, bien recouvrir notre souveraineté. Cela bien, c'est quelque chose qui est bien, ça satisfait l'esprit, mais ça ne se met pas dans le ventre, ça ne se met pas dans la poche. Je pense que ce stade, on doit le dépasser maintenant. Mais chaque jour, le gouvernement est là seulement à parler. On ne fait que parler, parler. Mais on ne voit pas des plans de développement que le gouvernement nous met devant nous, par exemple, pour qu'on puisse accéder à la sécurité alimentaire. Quand le gouvernement va nous dire, par exemple, cette année, on produisait une telle quantité de riz, et l'option dans 2 ans, 3 ans, est telle quantité de riz, ou bien telle quantité de mil, de sorgho, ainsi de suite, qu'on va atteindre. Et pour même le coton, vous avez vu, on avait fait un moment un grand progrès, après nous nous sommes laissés surprendre. Même si tu vois le prix d'achat du coton auprès des paysans, tu trouveras que le Burkina et la Côte d'Ivoire payent un peu beaucoup plus que nous. Le Mali. Voilà. Cette année, je ne sais pas, nous sommes à combien, 280, 280, je ne me souviens pas très bien, mais c'est que le Burkina est vers les 300 et, comment dire, la Côte d'Ivoire dans les 320, je crois, pour le kilo. Je dis ça de mémoire, quoi, je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'ils sont en dessus de ce que nous proposons à nos paysans. Justement. Voilà. Merci beaucoup pour cette lumière, Président. Donc, avant de finir, nous avons perdu une légende, il faut dire, Salif Keïta, autrement dit Domingo, donc tout récemment. Donc, c'est une légende qui a marqué son époque jusqu'à nos jours. Et il était parmi les grands, les meilleurs. Et en tout cas, le Mali, le peuple malien, sont en train de pleurer la disparition de cette légende, de cette illustre disparue. Donc, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces circonstances de la disparition de cette illustre? Oui, je veux dire que, avant tout, d'abord, tout est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné un tel génie du football, Salif Keïta, et c'est Dieu qui nous l'a pris. Nous devrons remercier Dieu d'abord, avant tout. Mais Salif Keïta, nous ne devrons pas l'oublier. Il doit rester toujours dans nos cœurs. Et je remercie le gouvernement d'avoir dit qu'ils vont quand même ériger un monument à son image, voilà, pour qu'il soit toujours avec nous. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire même de son vivant. Mais même si on se rattrape sur ça, ce n'est pas grave, c'est la vie. Et tous les Maliens, surtout les jeunes qu'on a vus, qui ont eu beaucoup de succès sur le plan international, tels que les Sédou Keïta, les jeunes Mamadou Diarra, qu'on appelle Djila, ainsi de suite.
Je pense que beaucoup d'eux sont sortis du centre de formation que Salif Keita a créé. Il fut le premier à le faire. Donc, c'est lui qui a boosté notre football sur ce plan-là. On lui doit beaucoup de choses. On lui doit vraiment beaucoup de choses. Et nous ne pouvons que prier pour le repos éternel de son âme. On a fait des funérailles nationales à son image. Et pour lui, moi, je suis très content qu'on ait fait ça. Seulement, ce qui a manqué, j'aurais bien voulu que ces funérailles nationales-là, que le président de la transition soit présent. Je ne sais pas, il était occupé ou pas, mais pour vraiment des événements de telle taille, il faut qu'il soit là. Le peuple est avec lui, et lui, il doit être avec le peuple. Parce que souvent, j'ai l'impression que le peuple est avec le président, mais le président n'est pas toujours avec le peuple. C'est ça, il ne faut pas qu'il se rende trop de nous. Nous l'aimons bien, nous nous battons pour la transition, mais quand il y a des événements de ce genre, c'est important de le voir, qu'il soit là. Donc voilà. Merci beaucoup, Président. Donc, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez retrouvé sur l'intégralité dans notre chaîne Neka TV, que ce soit Facebook, YouTube et TikTok, évidemment. Donc, merci en tout cas pour votre fidélité, pour votre temps que vous nous avez accordé et surtout un grand merci au Président de Korema qui n'est plus à présenter, qui a évidemment toucher tous les fonds dans tous les 4 coins du Mali pour beaucoup de gestes ils ont toujours à mettre sur le terrain, des œuvres que nous avons toujours vues, parfois des dons de sang et tout autre, j'en passe. Donc, merci beaucoup, Président, pour votre initiative. Je vous en prie, je vous en prie. Merci à vous aussi de venir me voir de temps en temps. Merci beaucoup. Et je profite encore pour présenter mes condoléances aux familles endeuillées par la lâche attaque barbare perpétrée par les terroristes sur les bateaux et Général Soumaré que nous venons d'entendre. Donc, vraiment, j'adresse mes condoléances les plus émues, les plus attristées aux familles de tous ceux qui ont été victimes de cette attaque barbare. Merci beaucoup, Président. Merci à vous. Je vous en prie.